Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux, donc la maison Elsa Triolet Louis Aragon, d'accueillir ce soir le philosophe que je ne vous présente pas, parce que si vous êtes là, c'est qu'a priori vous avez quelque idée de la personne qu'il est. Donc Alain Badiou ce soir, qui vient nous faire le grand plaisir de parler d'Aragon. Mais comme cette invitation, ce souhait, ce désir que nous avions de recevoir Alain Badiou pour ce sujet est un désir ancien, j'avais demandé à Bernard Vasseur que nous fassions un très rapide duo avant de laisser la parole à Alain Badiou, parce que c'est Bernard Vasseur qui était directeur de la maison Elsa Triolet Louis Aragon quand cette invitation a été faite, invitation évidemment que nous sommes aujourd'hui très heureux de poursuivre et de prolonger évidemment en accueillant Alain Badiou ce soir. Alors je te laisse la parole, Bernard. Oui, il passe la parole aux anciens, vous avez compris. Alors je remercie moi aussi Alain d'avoir répondu à notre invitation de venir prononcer une conférence sur Aragon. Je le remercie également d'être là ce soir, en dépit de l'adversité d'une tenace rhinopharyngite qui lui a compliqué les nuits antérieures. Je ne veux pas moi non plus vous rappeler qui est Alain Badiou, quels sont tous ses titres et tous ses ouvrages, vous les connaissez. Mais je veux simplement vous dire que cette invitation à venir parler d'Aragon est née de la lecture de ses livres et de la fréquentation que j'ai eue de son séminaire toutes ces dernières années. Alain y parle souvent de poésie, et j'ai en mémoire des commentaires magnifiques qu'il a fait, par exemple des illuminations de Rimbaud, de Mallarmé, le commentaire du cimetière marin de Valéry, etc. Et Aragon y était parfois évoqué, mais insuffisamment à mon goût, cher Alain, évidemment. Et alors que je trouve Aragon très badiusien sur bien des points, alors d'où ma demande de venir à Alain, de venir s'expliquer sur Aragon, et avec naturellement la plus totale liberté. Et d'où cette conférence de ce soir que Alain a eu la grande gentillesse donc de préparer spécialement pour nous. Vous savez sans doute que la toute dernière publication d'Alain, à côté du 13e volume de son séminaire « Théorie axiomatique du sujet », c'est une très belle méditation poétique sur la question que la presse bien pensante appelle, du terme méprisant, de question des migrants. Puisque, mot méprisant, puisqu'il devrait être réservé au mouvement des animaux, sont les oiseaux qui migrent, les animaux, etc., pas les humains, sauf si on les méprise. Et le livre qui reprend cette conférence s'intitule « Méfiez-vous des Blancs, habitants du rivage ». Ce sont là deux vers tirés d'une chanson Madécasse, écrite en 1783 par Évariste de Parny, une chanson Madécasse pour laquelle Maurice Ravel a eu la bonne idée d'écrire une très belle mélodie. Alors, nous n'allons pas quitter la poésie, mais nous allons revenir à Aragon en écoutant Alain Badiou. Merci, je suis d'autant plus content d'être là que un malin génie a longtemps persécuté cette conférence. Elle a été reportée à 3 ou 4 échéances. Sa survenue a peuplé ma vie de drames variés. Et aujourd'hui, j'étais hier en voie d'atonie et d'impossibilité de la prononcer. Je suis venu dans la conscience d'une victoire sur le destin. Voilà. Et le titre antique de cette conférence était « Aragon et la chantante misère de la gloire ».
Voilà. Alors, vous écouterez dans ma voix la chantante misère de la gloire. Et si de temps en temps une toux inopportune vient troubler la musique d'Aragon, je compte sur vous pour une excuse immédiate. Je commencerai par les difficultés, peut-être, qu'il y a à parler d'Aragon. Parce que Aragon est un virtuose de ce que j'appellerais la multiplicité poétique. Il l'est dans le ton, qui va du sarcasme et de l'incongruité au sublime, approprié aux engagements essentiels. Il l'est dans la forme, parce que qui a su maîtriser comme lui, dans la langue française, pratiquement tous les registres de l'énonciation. Depuis le pur classicisme rénové de la rythmique, jusqu'aux lisières de la prose triviale, et depuis la strophe très resserrée jusqu'à l'épanchement narratif, et depuis la solidité cohérente jusqu'aux véritables acrobaties, notamment dans les coupes. Tout comme du reste dans les romans d'Aragon, on tombe soudain sur une cadence qui illumine la prose. Dans les recueils poétiques, il y a une sorte de narration prosodique sous-jacente qui amarre le champ du réel. Alors vous voyez, cette totalisation des écritures rend difficile de choisir une approche pour parler de cette sorte, malgré tout, de caméléon génial que fut Aragon, à l'intérieur même de la consistance de ses engagements, et ce, nous le verrons, aussi bien dans son œuvre que dans sa vie. Alors, il fallait faire un choix, et j'ai choisi d'entrer dans l'énorme massif poétique d'Aragon à partir de ce que je crois être un élément décisif de sa subjectivité, tel que nous pouvons la lire précisément dans cette œuvre, à savoir que ce qui, chez Aragon, met en mouvement le poème, met en branle le poème, est toujours ce qui se manifeste comme la cause du péril que représente un engagement sans retour possible. Le détail des mots compte ici, cause du péril d'un engagement sans retour possible. Je veux le préciser en 4 points. Premièrement, chez Aragon, il faut une cause du poème au sens strict, un objet-cause dont le poème doit se saisir, en un certain sens, de toute urgence. Un objet-cause qui existe historiquement, vitalement, qu'on peut nommer. Objet-cause, on peut le prendre ici en allusion à la théorie de Lacan concernant l'objet, cause du désir. Cet objet, Lacan l'appelle petit a, le petit autre. Alors disons que mon point de départ dans l'examen de l'œuvre d'Aragon est l'existence poétiquement repérable des objets petit a qui furent les causes de son désir. Ce qui m'amène au second point, 2, un objet-cause provoque chez le poète un mouvement qu'on peut dire d'adoration. Un mouvement premier, ce ne sera pas le seul, mais un mouvement premier qu'on peut dire d'adoration, une sorte de cantilène qui est infiniment vouée à l'éloge de l'objet. Et on ne soulignera jamais assez l'importance poétique de la notion d'éloge chez Aragon. Troisième point, mais aussi bien, cet engagement est traversé du constant péril de son atténuation, de son inversion, de son achèvement. Tout cela lié aux vicissitudes qui s'attachent naturellement aux formes d'apparition, aux formes de venue de l'objet-cause. De là que la chronique des effets de l'objet-cause, chez Aragon,
se meut entre le ravissement et l'inquiétude, ou entre l'acceptation heureuse et le sentiment d'un atroce péril. Et quatrième précision, dans tous les cas, il est impossible d'imaginer un retour en arrière, une annulation des effets, qu'ils soient de béatitude ou d'angoisse, que provoque l'objet-cause sur le sujet Aragon. Finalement, ma présentation d'Aragon va donc se faire à partir de la question des deux objets-causes, l'un politique et l'autre amoureux. Nous accompagnerons Aragon dans les 4 points que je viens de dire de ce double engagement, et j'essaierai de montrer comment varie indéfiniment dans la virtuosité des formes l'expression de leur traversée subjective, et je le ferai en gros à partir d'un total de 8 poèmes, 4 pour chaque objet-cause. Alors, un mot maintenant sur le choix des objets. Dans leur détermination générale, on peut sans doute d'abord les relier à ce que j'ai appelé, dans mon jargon, les 4 procédures de vérité, qui sont la science, l'art, la politique et l'amour. Je vois dans ces 4 registres s'inscrire toute la capacité proprement créatrice de l'humanité, sa capacité à changer la vie tout en la pensant. On ne peut pas dire qu'Aragon soutienne à la science comme telle une relation de désir poétique, ce qui ne veut pas dire qu'il l'ignore, loin de là. Par contre, il est évident que les 3 autres procédures le mobilisent en profondeur. À ce niveau encore très abstrait, on peut dire ceci: Aragon cherche à traiter séparément et cependant à unir dans le poème une vérité politique et une vérité amoureuse. Il fait donc nœud, sa poésie fait nœud de l'art, de la politique et de l'amour, et ce nouage organise l'essentiel de son activité créatrice. Je pense, je le dis au passage, que ce nœud de l'art, de la politique et de l'amour soutient la constante admiration d'Aragon pour Victor Hugo, dont en vérité il est plus proche qu'on ne saurait le dire. Il faut alors distinguer, pas dans l'œuvre d'Aragon, ce qui se rapporte à la politique ou à l'amour, dans leur généralité, et ce qui désigne, tant en politique qu'en amour, un objet-cause déterminé. Il y a un rapport général aux 2 procédures, et puis à la construction progressive de ce que j'ai appelé l'objet-cause central. Alors, je prends par exemple, s'agissant de la politique, le poème Front Rouge, qui paraît en juillet 1931. Moment très tendu pour Aragon, ce début des années 30, car il est déjà pris en tenaille entre son surréalisme originaire et sa passion communiste. Ce poème est dans la veine qu'on pourrait dire déchaînée d'Aragon, porté par une sorte de fureur dionysiaque, où c'est l'action révolutionnaire comme telle qui motive et remplit le poème, à coups de déchirures verbales et d'incessantes exclamations. Je vous en lis un morceau où la violence est assumée sans le moindre paravent et qu'il est somme toute assez joyeux de lire par les temps qui courent. Vous verrez pourquoi. Quand les hommes descendaient des faubourgs et que, place de la République, le flot noir se formait comme un point qui se ferme, les boutiques portaient leurs volets à leurs yeux, pour ne pas voir passer l'éclair. Je me souviens du 1er mai 1907, quand régnait la terreur dans les salons dorés,
On avait interdit aux enfants d'aller à l'école, dans cette banlieue occidentale où ne parvenaient qu'affaiblis l'écho lointain de la colère. Je me souviens de la manifestation Ferrer, quand sur l'ambassade espagnole s'écrasa la fleur d'encre de l'infamie. Paris, il n'y a pas si longtemps que tu as vu le cortège fait à Jaurès et le torrent Sacco-Vanzetti. Paris, tes carrefours frémissent encore de toutes leurs narines. Tes pavés sont toujours prêts à jaillir en l'air. Tes arbres à barrer la route aux soldats. Retourne-toi, grand corps. Appelle, Belleville, ohé Belleville. Et toi, Saint-Denis, où les rois sont prisonniers des rouges. Ivry, Javel et Malakoff. Appelle-les tous avec leurs outils. Les enfants galopeurs apportant les nouvelles, les femmes aux chignons alourdis, les hommes qui sortent de leur travail comme d'un cauchemar, le pied encore chancelant mais les yeux clairs. Il y a toujours des armuriers dans la ville, des autos aux portes des bourgeois. Pliez les réverbères comme des fétus de paille. Faites valser les kiosques, les bancs, les fontaines Wallace. Descendez les flics, camarades, descendez les flics. Plus loin, vers l'ouest, où dorment les enfants riches et les putains de première classe. Dépasse la Madeleine, prolétariat, que ta fureur balaye l'Élysée. Tu as bien droit au bois de Boulogne en semaine. Un jour, tu feras sauter l'Arc de Triomphe. Prolétariat, connais ta force, et déchaîne-la. Ça n'est pas mal. C'est bien dit. Alors, vous voyez, dans ce poème, la politique est saisie au ras de son existence pratique et massive, en fait au ras de l'insurrection, le conflit, la mise à mort au sens strict du vieux monde. Le moi subjectif est comme porté, le moi subjectif, lui, du poète, est comme porté par la fureur de l'antagonisme. L'objet cause, à proprement parler, l'objet cause de la politique est encore indistinct. Il est comme dissous dans l'anathème et l'acharnement collectif. La forme poétique, vous l'avez remarqué, n'installe pas d'autre rythme que la hachure de l'inégalité du vers. Elle suit l'intrication des actions et des mots d'ordre d'action. Alors, dans un style plus sarcastique, la veine comique d'Aragon, qui existe elle aussi, un comique souvent amer, une sorte de persiflage aux lisières du douloureux. Voici une autre saisie du moment politique, cette fois comme venue de la tempête dans un calme apparent. La différence n'est pas la saisie de l'action dans un mouvement propre, mais de la venue à venir de l'inévitable action. Le titre ironique, comme vous allez l'entendre, est « Un beau jour ». Les napperons bleus des squares attendront sous une lumière de sucrier le thé sanglant de la journée révolutionnaire. De petits cafards automobiles tricoteront les rues, porteurs de vaches argentées. Le pavé fléchira sous les bouquets de garde. Sous les pieds des agents, on pourra lire encore, sur les journaux du jour, les manchettes. Paris sera calme aujourd'hui. Au terrier du métro, des chiens guettent. Une petite troupe au coin d'une ruelle hésite à se former. L'esclavage roule aux usines. Le flot habituel, avec son bruit rond de galets. Paris sera calme aujourd'hui. Le journal entourait une bouteille et le vent le reprend. À des embossements, auprès d'une fabrique, un bruit de bottes patientes. Assurément, Paris sera calme aujourd'hui. Le ciel assis dans la lumière est pur comme la préfecture. Le vent, tout à coup, devant toutes les portes de tous les bagnes, un seul grand cri, un homme seul, un communiste, un ouvrier qui fait un geste. Camarades,
Paris ne sera pas calme aujourd'hui. Alors, ce poème du milieu des années 30 introduit doublement ce qui va devenir l'objet-cause des plus vastes poèmes, comme nous le verrons. Les poèmes dont le rythme, du reste, est bien différent. Et cette introduction porte sur le mot, prononcé ici isolément, sur le mot communiste. Dans le poème, il est au singulier, un communiste, un ouvrier qui fait un geste. Mais ce « un beau jour » est en réalité une pièce dans un recueil d'une dizaine de poèmes dont le titre général est « Les communistes ont raison ». Beau titre, mais rare, surtout aujourd'hui. Alors ce pluriel nous amène à l'objet-cause fondamental du désir politique d'Aragon dans une partie essentielle de son existence, au-delà même de la fureur et de l'ironie, du singulier et du pluriel, et cet objet-cause, c'est le Parti communiste. Alors nous entrons là dans un domaine poétique peu courant, celui d'un éloge en quelque sorte épique et en même temps tout à fait personnel de ce qui peut apparaître comme l'objet le moins poétique qui soit, à savoir une organisation centralisée. Alors je voudrais vous convaincre ici que ces poèmes, où Aragon semble ne faire que vanter intarissablement la grandeur du parti, sont de grands poèmes, des poèmes qui soutiennent sans défaillance le propos dont je vous parlais, subjectiver poétiquement un objet-cause d'allégeance, voire même de servilité, au nom de sa fonction propre, qui est, en la circonstance, l'entrée de la raison dans le feu de l'histoire. Alors je pense que ce sont dans les poèmes du recueil « Les yeux et la mémoire », recueil terminé en 1954, que sont les plus révélateurs de ce qu'on pourrait appeler le moment de l'éloge du parti, en tant qu'objet-cause du désir d'Aragon, aboutissant à ce nouage qui n'a au fond, dans la poésie guère de rival, entre poésie et politique, entre création et incarnation, entre adoration et obéissance, entre appareillage et épopée. Au cœur de ce recueil, qui est facilement tenu aujourd'hui pour stalinien et illisible, un immense poème de presque 300 vers, dont le titre est tout à fait remarquable. Le titre, c'est « Comment l'eau devint claire ». Image du processus par lequel le parti et ce par quoi, dans l'océan trouble des circonstances, dans l'égout de l'histoire, le parti est ce par quoi quelque chose est analysé et clarifié afin que la politique puisse en promettre le changement. Tout le début du poème décrit ce qu'on pourrait dire et redire aujourd'hui, la confusion du monde, l'égarement possible des jeunes, le désir solitaire de la révolte, l'impasse du flot général des heures et la contradiction des sentiments. Le poème capte ce désordre subjectif dans la métaphore magnifique du vaste mouvement qui draine vers la mer tous les flots bourbeux et tous les détritus de l'existence. Ainsi, par exemple, ce qui arrive au flot des rivières, c'est ceci. Les déchets de la ville ou l'humus des pâtures alourdissent leur cours de nouveaux sédiments. Tout veut les détourner et tout les dénature, tout les capte et les perd, le ciel même leur ment. Et ce qui arrive aux jeunes gens, pris dans cette confusion, dans cette descente boueuse de toutes choses vers une mer inconnue, c'est ceci. Écoutons le conseil poétique. Tu te trompais facilement au tintamarre que l'ennemi déchaîne avec les mots abstraits. T'imaginais briser toi-même tes amarres et choisir les récifs qui pourtant t'éventraient. Alors ce long prologue est calmement mis en forme par des strophes de 4 alexandrins
où seule l'absence de ponctuation rappelle qu'on est dans un mouvement général indistinct. Mais soudain, à la 19e strophe, se fait une rupture de rythme. Chose qui, dans la poésie, par ailleurs très rigoureuse d'Aragon, est toujours comme un signal interne au poème. Le 4e vers de chaque strophe se contracte en octosyllabes. L'annonce est faite d'un transfert de la solitude emportée par les flots, de l'individualisme, si vous voulez, transformation vers une communauté de destin. Chacun entend son cœur, dit le poème, battre du même bruit dans le malheur commun d'une même cadence dont bat le cœur d'autrui. Le commun du malheur ouvre au communisme et le communisme du commun ouvre à ce régent rationnel du commun qu'est le Parti communiste, que Aragon va pouvoir dès lors constamment appeler « mon parti », soudant ainsi la subjectivation individuelle à l'humanité tout entière. Je vous lis ce transfert du transit chaotique universel vers la clarification maritime, dont, dans cette poétique singulière, le parti est le concentré, l'objet cause. Et vous entendrez la fonction de la contraction octosyllabique du dernier vers de chaque quatrain. C'est à la mer, enfin la mer, qu'il faut qu'on aille, éclaboussée d'écume et de sel et d'oiseaux. Ah, c'est l'humanité dans son cri de bataille qui t'emporte au large des eaux. Même si bien longtemps, une fois communiste, on va rester pareil au champ mangé d'orties, que c'est fauché en vain quand la racine existe obscurément dans le parti. L'essentiel n'est pas ce que traînent en brume et de confusion les hommes après eux, car le soleil pour nous et devant nous s'allume, il est mon parti lumineux. Il faudrait que chacun racontât son histoire, comment il est venu et comment il varia, comment l'eau devint claire et tous y purent boire un avenir sans paria. Comment fut le bon grain trié, vaille que vaille, l'or séparé du sable et les cailloux polis, comment l'événement, l'étude et le travail ont 3 fois sarclé nos folies. Comment notre parti, c'est demain, face à face, et l'université marchande où se marient, dans le laboratoire énorme de la classe, la pratique et la théorie. Et comment le parti, c'est le constant partage entre les fleurs à naître et les neiges d'antan, et la neuve critique et le vieil héritage dans leur équilibre constant. Comment c'est avant tout le trésor de science né du peuple et sans cesse au peuple confronté qui soude à tout jamais la finale alliance du rêve et des réalités. Alors vous noterez que l'objet cause est avant tout, sous le nom de parti, c'est avant tout, au fond, une élucidation des moyens de la passion politique. Le transfert sur cet objet, parce que c'est un poème de transfert sur le parti, comme se fait sur l'objet cause du désir, le transfert sur cet objet éclaire comment voir enfin l'ordre du monde et trouver enfin le moyen de le changer. Comment, d'une certaine façon, faire arriver à la clarté de la mer toutes les confusions charriées par les rivières séparées. Toutes les strophes commencent du reste par le mot « comment ». Comment fut le Pont-Grain, comment notre parti, et comment le parti, et comment. Et la dialectique est là aussi, car ce « comment » est presque toujours la réalisation d'une synthèse de contraires. Études et travail, pratique et théorie, nouveauté et héritage, rêve et réalité. En fait, le parti ainsi poétiquement transfiguré, il est loin de n'être qu'une organisation purement ou simplement politique. En tant que poétisé, il propose à chacun de maîtriser en lui-même le déchirement, y compris psychologique, qu'imposent les contradictions du monde. Le Parti communiste peut et doit être pensé comme un organe de combat, y compris violent, et c'est dans son invocation par Aragon dans les années 30 son allure principale. Cependant, il doit aussi être pensé, nous dit l'Aragon des années 50,
comme un objet de désir, comme une cause subjective, au sens propre du mot cause, une cause de paix intérieure et d'équilibre personnel dialectisé. Le poème se termine par un éloge grandiose, alors là nous passons dans le registre épique, une sorte de cantique politique chargé d'images, où la fixation poétique invente une sorte d'insistance mélodique très particulière, où le parti est successivement comparé à un puits dans une oasis, à un grand arbre, à un parfum, à un capitaine de printemps, et enfin à une famille qui serait à hauteur de l'humanité tout entière. Je vous lis cette conclusion. Salut à toi, parti, qu'il faut bien qu'on choisisse, quand toute chose est claire et patent le danger, ô puits qui fait la vie et fait à l'oasis, entre tous, le pain partagé. Salut à toi qui dit au coureur dans sa course le message apporté où lui-même s'instruit. Salut à toi, sagesse, à toi, fraîcheur des sources, arbre géant de tous les fruits. Salut à toi, parti qui nia la misère et montra l'homme frère à ses frères armés, parti que les bourreaux en vain martyrisèrent sans te prendre le grain semé. Salut à toi, phénix immortel de nos rêves. Salut à toi, couleur du cœur, force du vin, parfum lorsque le vent du peuple enfin se lève, envahissant la vie, enfin. Salut, enfant du feu que les flammes enfantent, marin qui prit l'amour de la paix pour sextant, toi, monteur, ajusteur des idées triomphantes, ô capitaine du printemps. Salut à toi, parti, ma famille nouvelle, salut à toi, parti, mon père, désormais, j'entre dans ta demeure où la lumière est belle comme au matin du 1er mai. Alors, les deux derniers vers peuvent être entendus comme une maxime générale, ici soutenue par cet objet-cause particulièrement singulier qu'est l'objet parti. Au fond, le poème, dans l'éloge inconditionné de l'objet-cause de la passion politique, situe la demeure possible de cette passion, qui est aussi le lieu de sa lumière. Mais il n'y a pas que cette habitation. C'est aussi comme dans une demeure que la poésie d'Aragon entre dans l'amour. Une demeure au moins aussi tendue dans sa généralité que l'émeute politique. Une demeure où la fin hante le commencement. Je commencerai cette fois par la figure sarcastique, celle qui tente de décrire simultanément ou presque la figure du commencement dans l'amour et celle de la fin. Celle qui, dans un contexte urbain quelque peu sinistre, énonce la puissance de la déclaration d'amour, mais aussi sa fragilité, sous le titre d'ailleurs explicitement ironique de « Déclaration définitive ». Ce poème est tiré du recueil La Grande Gaîté qui date des années 20. Et j'essaie de rendre, en le lisant, une rythmique à l'opposé de celle dont nous sortons avec la glorification du parti, et qui montre la variété extraordinaire des registres poétiques d'Aragon. Fais un trou dans ma poche gauche, mets mon chéri et ton trousseau de clés. Qu'il tombe le vampire dans le ruisseau, la boue, l'ordure. Tant pis si les balayeuses mécaniques passent par là traînant leurs jupes démodées, si des flics efflanqués se foutent, la gueule par terre, le pied pris dans l'anneau pour la sûreté des dites clés. Tant pis si les dames d'un air désapprobateur verrouillent leurs portes métaphysiques sur mon passage, car je n'aime que toi. Alors, l'amour est ici affirmé au milieu de tant pis, tant pis, tant pis, et au regard de l'amour, et ce point demeurera quand son objet cause trouvera son nom, le nom équivalent pour l'amour à ce qu'est le parti pour la politique. Peu importe le trou dans la poche, la porte de la clé, la perte de la clé, les bailleuses, les flics, les dames mécontentes, j'aime et je n'aime que toi. Donc l'amour est affirmé dans le contexte de ce qui pourrait, en réalité, en interdire la venue et l'affirmation. Et alors on sent bien, dès ce poème sarcastique, qu'aucune cause ne peut entraîner qu'on revienne sur cette déclaration. C'est ce toi et que toi qui prépare l'arrivée dans la poétique d'Aragon d'un nom propre qui soit
l'éternel signifiant de la cause amoureuse. Cependant, nous avons dans le même recueil un terrible poème, toujours sur une rythmique répétitive et syncopée, dont le titre est déjà lié à la ruine et au péril mortel immanent à tout amour. Car ce titre est « Poème à crier dans les ruines ». C'est un poème déchiré, déchirant, dont la rengaine pourrait être ces vers qu'on trouve en son milieu. Je parle donc au passé, que l'on rit si le cœur vous en dit du son de mes paroles. Aima fut, vint, caressa, attendit, épia les escaliers qui craquèrent. Ô violence, violence, je suis un homme hanté, attendit, attendit, puis profond, j'ai cru mourir d'attendre. C'est cette mort, par le toujours trop long désaccord amoureux, qui va hanter aussi la poésie d'Aragon, et qui va lui donner son rythme complexe, entre l'éloge illimité et la résignation amère de la plainte. C'est dans ce deuxième registre, toujours à l'époque où nous n'avons pas encore le signifiant glorieux de la femme, que je vous lis la toute fin du poème à crier dans les ruines. Ils en ont de bonnes ceux qui parlent de l'amour comme d'une histoire de cousine. Ah, merde pour tout ce faux semblant. Sais-tu quand cela devient vraiment une histoire, l'amour ? Sais-tu quand toute respiration tourne à la tragédie, quand les couleurs du jour sont ce que les fait un rire, un air, une ombre d'ombre, un nom jeté, que tout brûle, et qu'on sait au fond que tout brûle, et qu'on dit que tout brûle, et le ciel a le goût du sable dispersé. L'amour, salaud, l'amour pour vous, c'est d'arriver à coucher ensemble, d'arriver, et après, haha, tout l'amour est dans ce « et après ». Nous arrivons à parler de ce que c'est que de coucher ensemble pendant des années. Entendez-vous, pendant des années, pareil à des voiles marines qui tombent sur le pont d'un navire chargé de pestiférés. Dans un film que j'ai vu récemment, une à une, la rose blanche meurt comme la rose rouge. Qu'est-ce donc qui m'émeut à un pareil point dans ces derniers mots? Le mot dernier, peut-être, le mot en qui tout est atroce, atrocement irréparable et déchirant, mot panthère, mot électrique. Chaise, le dernier d'avou d'amour, imaginez-vous ça, et le dernier baiser, et la dernière nonchalance, et le dernier sommeil. Tiens, c'est drôle, je pensais simplement à la dernière nuit. Ah, tout prend ce sens abominable. Je voulais dire les derniers instants, les derniers adieux, le dernier soupir, le dernier regard, l'horreur, 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 pendant des années, l'horreur. Crachons, veux-tu bien, sur ce que nous avons aimé ensemble. Crachons sur l'amour, sur nos lits défaits, sur notre silence et sur les mots balbutiés, sur les étoiles, fussent-elles tes yeux, sur le soleil, fut-il tes dents, sur l'éternité, fut-elle ta bouche, et sur notre amour, fut-il ton amour. Crachons, veux-tu bien? Alors là, vous entendez l'Aragon simultanément misérable et provocateur, amer, et capable de faire entrer dans le poème, dans sa rythmique sauvage, une dérision presque obscène. Alors je voudrais au passage, à ce propos, commenter le fait qu'Aragon a été et demeure le poète français qui a été le plus mis en musique et en chanson. Je cite ici une dizaine de chanteurs, de chanteuses, souvent parmi les meilleurs de leur époque, qui ont apporté à Aragon la gloire populaire de la chanson. Jean Ferrat, bien sûr, dont l'œuvre est tout entière appuyée sur la poétique d'Aragon, mais aussi Isabelle Aubray, Léo Ferré, bien sûr, aussi Marc Augeret, Monique Morelli, Gérard André, Hélène Martin, Bernard Lavilliers. La liste pourrait être fort allongée. Cela mérite une explication. Alors je crois que cet engouement des compositeurs et chanteurs pour Aragon tient notamment, justement,
au rapport complexe du poète à l'amour. Alors certes, il y a des poèmes politiques ont pu donner de magnifiques chansons. Alors l'exemple type connu de tout le monde, c'est le poème de 1955, Strophe pour se souvenir, à la gloire des francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée, devenue l'affiche rouge dans la version qu'en chante Léo Ferré à partir de 1959. Il faudrait ici le chanter aussi, mais surtout avec la voix que j'ai, ce ne serait pas un service rendu au poème. Beaucoup d'entre vous le savent par cœur, mais je ne voudrais pas qu'il soit absent ici de notre rencontre et dans ce lieu. Je vais donc en lire quand même les premières strophes. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais, à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Cependant, le passage du poème à la chanson, si on parcourt cet immense domaine de la chanson aragonienne, ce passage exalte de façon tout à fait singulière la dialectique de l'amour chez Aragon. Entre éloge sublime et déchirure, comme on l'a déjà vu, entre éclaircie du monde et ténèbres intérieures, entre ascension vers la jouissance et descente aux enfers, entre la plénitude du vivre et son exténuation. En 1929, au cours d'un voyage, Aragon se déclare pour toujours l'amant, l'aimant, l'amour d'Elsa Triolet. L'objet cause de l'amour va sans discontinuer s'écrire dans le titre même de plusieurs grands recueils. Les yeux d'Elsa, dès la fin des années 30, puis Elsa, le fou d'Elsa, et il ne m'est Paris que d'Elsa. Le signifiant Elsa est le nom propre, dans la poésie d'Aragon, de l'objet cause de l'amour. Il est le symétrique amoureux du Parti communiste dans la politique. Et il opère de la même manière dans la poésie, par attraction incertaine. Et alors cela se présente d'emblée dans une figure étrangement équivoque, entre une sorte d'admiration mystique et aussi une imagerie en trompe-l'œil, un souvenir, une anticipation, on ne serait pas trop, qui ferait penser en même temps à une catastrophe cosmique. Le poème d'amour chez Aragon est quelque chose que j'aimerais appeler une enchanteresse catastrophe. Les yeux d'Elsa pourraient être à la fois la cause et le salut, le feu et la lumière. Comme le dit mystérieusement la strophe 6 du poème qui donne son titre au recueil, Les yeux d'Elsa. Une bouche suffit au mois de mai des mots pour toutes les chansons et pour tous les hélas. Trop peu d'un firmament pour des millions d'astres, il leur fallait tes yeux et leurs secrets gémeaux. Vous voyez que s'établit là une sorte de préciosité cosmique qui fait des yeux d'Elsa une sorte de fanal intemporel chargé d'agrandir l'univers et même d'illuminer ou de changer en lumière les désastres ou les attentats criminels. Ainsi de la belle et terrible dernière strophe du poème qu'on pourrait accorder à sa façon à la préoccupation écologique dans les temps nouveaux. Il advint qu'un beau soir, l'univers se brisa sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent. Moi,
Je voyais briller au-dessus de la mer les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa. Vous remarquez une fois le mélange d'audace et de tradition dans le système poétique d'Aragon. Le support est fait de strophes de 4 alexandrins chacune. C'est un des héritages les plus stables de la tradition poétique française. L'absence totale de ponctuation, elle, renvoie au modernisme mis en place à la charnière du XIXe et du XXe siècle. La rime, qui est souvent une rime riche, est dans le droit fil de l'héritage, mais il y a une saveur reconnaissable dont les chanteurs ont fait leur miel, qui provient de ce que, très souvent chez Aragon, la rime opère directement sur le son, laissant de côté ou abandonnant l'écriture. Ainsi, dans l'exemple qui précède, les mots de mots, M-O-T-S, est chargé de rimer avec Gémeaux, M-E-A-U-X, ce qui est un désapparentement de la correction syllabique proprement dite. Et dans le dernier exemple aussi, de la mer, M-E-R, rime avec enflammère, M-E-R-E-N-T. Quelquefois même, Aragon force à rimer ce qui ne rime pas vraiment, mais que le contexte sonore permet cependant d'associer. Ainsi, dans l'avant-dernier exemple, le mot « hélas » est en rime avec le mot « astre », où l'on voit que la présence de la sonorité as, as, l'une en fin de mot, l'autre à son début, en fait, suffit pour apparier les deux vers. Alors ce sont là, on n'en finirait pas, les incessantes virtuosités musicales d'Aragon que les chanteurs savent mettre en valeur. Alors je veux vous lire maintenant en entier ce poème, Les yeux d'Elsa. C'est un des nombreux poèmes de langue française qui font partie de mon panthéon personnel. Alors je vous le lis en tout cas à ce titre, depuis mon adolescence, et peut-être pour seulement protéger de l'adolescence des fables inutiles, je le lis. Tes yeux sont si profonds, qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer, s'y jeter à mourir, tous les désespérés. Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. À l'ombre des oiseaux, c'est l'océan troublé, puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent. L'été taille la nue au tablier des anges, le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés. Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur. Tes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme y luit. Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie. Le verre n'est jamais si bleu qu'à sa brisure. Mère des 7 douleurs, ô lumière mouillée, 7 glaives ont percé le prisme des couleurs. Le jour est plus poignant qui pointe entre les pleurs, l'iris troué de noir, plus bleu d'être endeuillé. Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche par où se reproduit le miracle des rois. Lorsque le cœur battant, ils virent, tous les 3, le manteau de Marie accroché dans la crèche. Une bouche suffit au mois de mai des mots pour toutes les chansons et pour tous les hélas. Trop peu d'un firmament pour des millions d'astres. Il leur fallait tes yeux et leurs secrets gémeaux. L'enfant, accaparé par les belles images, écarquille les siens moins démesurément quand tu fais les grands yeux. Je ne sais si tu mens. On dirait que l'averse ouvre des fleurs sauvages. Cache-t-il des éclairs dans cette lavande où des insectes défont leurs amours violentes? Je suis prise au filet des étoiles filantes comme un marin qui meurt en mer en plein mois d'août. J'ai retiré ce radium de la pêche blande et j'ai brûlé mes doigts à ce feu défendu. Ô paradis, 100 fois retrouvé, reperdu, tes yeux sont mon Pérou, ma Golconde, mes Indes. Il advient qu'un beau soir l'univers se brisa. Sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent, moi, je voyais briller au-dessus de la mer les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa. Alors vous voyez cette montée quasi mystique des yeux de l'aimé vers le ciel et le monde, on aurait tort de croire qu'elle soit toujours la loi sereine de l'amour. Les cris désespérés par lesquels nous avons commencé, les provocations, tout ça se retrouve plus tard. Aussi bien, par exemple, dans le recueil Le Fou d'Elsa, y compris une sorte de dérision exercée sur soi-même.
Le Fou d'Elsa est un recueil achevé en 1962, extrêmement complexe, qui mêle l'histoire de l'Andalousie médiévale, notamment sa composante arabe, l'épopée de l'islam, la Reconquista espagnole, avec toutes sortes d'allusions contemporaines plus ou moins codées. J'extrais le poème que je vais lire de la 4e partie du recueil, titré 1491, qui s'installe en quelque sorte à la veille de l'effondrement total de la partie islamisée, de la partie arabe de l'Espagne, puisque la chute du dernier bastion arabe en Espagne, la ville de Grenade, a lieu en 1492. Donc, dans un contexte historique bien spécifié, bien déterminé. Ce poème est un poème où le poète s'adresse à lui-même. Mais ça s'inscrit dans la fable générale, dans l'identification à la totale détresse des Arabes à la veille de leur écrasement. Nous sommes donc là dans une conjonction, sous le regard peut-être des yeux d'Elsa, entre quelque chose d'historico-politique et quelque chose de la tension amoureuse, comme si elles se croisaient dans la versification en question. Un commentaire du héros poétique de toute cette histoire, nommé Zaïd, l'arabe Zaïd, est disposé par Aragon en prose comme une note en dessous du poème, une fausse note si l'on peut dire. Cette note nous dit ceci: je me souvins d'une parole Nan Njidi, quand on pouvait encore croire au lendemain comme une confidence à l'enfant que j'étais. Le jour vient que cette ville avoue enfin son âge. Alors, il s'agit de Grenade à la veille de sa chute. Et une autre fois, tout être a pour destin le malheur de Grenade. Alors oui, tout être, à la fin, et nommément le bien nommé Aragon de Castille, le Fou d'Elsa, face au désordre décourageant qui marque l'amour, sa durée, sa parole, mais aussi ce qui peut affecter l'objet, cause de la politique dans la figure du parti, ce qui peut toucher Aragon, l'amant aimant d'Elsa, c'est d'avoir lui aussi, finalement, pour destin, le malheur de Grenade. Écoutez ce qui est une superposition extraordinairement virtuose des leçons du maître arabe, de ce que le maître arabe peut raconter, et des rébellions du désespoir amoureux. Pourquoi ce cœur comme un orage? Pourquoi ces larmes dans ta gorge? À rien ne te servent les mots, laisse filer ces vieilles rames. Un jour vient où le temps est lourd, mais crains ta bouche et ta parole. Qui s'arrache de la douleur, craint les aveux irréversibles. Craint tes lèvres désaccouplées sur ce qui ne se peut reprendre. L'atroce est de ne point partager. Cela se nomme la vieillesse. Cette épouvantable pudeur dont se détourne l'hypocrite, ce qui n'a plus droit qu'on en parle, ce deuil en blanc de soi qu'on porte, ce sentiment de trouble fête, ou ces soi qui ne riment à rien. Ah, je sais que l'on va me dire que ce n'est pas intéressant, que c'est le lieu de tout le monde. Mais justement. Ces octosyllabes sans rime, j'ai envie de dire sans rime ni raison, nous confient ce que l'orgueil d'Aragon, la superbe d'Aragon, ses pouvoirs longtemps partagés avec Elsa Triolet, le nouage presque parfait de la substance politique et de la détermination amoureuse dans le couple idéalement historique, Parti communiste français et Elsa Triolet, il y a là, dans ces octosyllabes, tout ce que cela recouvrait aussi de misère montante et d'amertume, quand le temps vient, pour l'homme glorieux, de se voir finalement comme un trouble fête, et de ces lui, comme il le dit dans son petit poème, qui ne rime à rien. Alors, je voudrais conclure sur ce point en saluant chez cet écrivain total, dont on a souvent, pour des raisons politiques, stigmatisé l'opportunisme et le goût du pouvoir, et les deux existaient en lui, de fait, et à juste titre, en un sens. Je voudrais saluer la forme singulière de courage qu'il engagea dans ses intimes autocritiques,
dans la fabulation de sa propre misère, et finalement dans le résumé qu'il fait de tout un pan de son existence. Ce n'est pas intéressant, c'est le lot de tout le monde, mais justement. Et je pense qu'il est très fidèle à ce poète de terminer par ce mot, par ces mots. Mais, justement. Merci.